S'il y a bien une arme que l'on peut qualifier de réussie aussi bien que de mortelle, c'est bien le Junkers Ju-87. Connu par les Allemands sous le nom de Sturzkampfbomber, par les Britanniques sous le nom de Dive Bomber ou mieux encore de Stuka, aucun autre avion ne peut revendiquer le nombre de navires coulés et il se classe également au deuxième rang pour le nombre de chars ennemis détruits pendant la guerre. Après avoir abattu 62 avions, ce qui le place en deuxième position derrière le célèbre Baron Rouge, Manfred von Richthofen, et avoir survécu à la guerre de 14-18, Ernst Udet, né à Francfort, devient pilote cascadeur et pilote en Afrique, au Groenland, dans les Alpes suisses et en Amérique du Sud. Lors d'une visite aux États-Unis en 1931, il a observé les techniques de bombardement en piqué mises au point par la marine américaine. Udet a reçu un avis pour aider à rétablir le service aérien allemand. Bien qu'il ne soit pas pressé de rejoindre la Luftwaffe, il fait quelques propositions techniques clairvoyantes. L'une d'elles est que l'Allemagne devrait développer un bombardier en piqué. Hitler voulait un avion d'artillerie à longue portée, qui pourrait compléter la stratégie du Blitzkrieg prévue par l'armée allemande et des travaux de conception ont donc été commencés immédiatement. En avril 1935, la société d'aviation Junkers a produit et testé un prototype monomoteur et c'est ainsi qu'est né le Ju-87 Stuka. Le nom est dérivé du mot allemand désignant un bombardier en piqué Kampfflugzeug. Bien que les techniques de bombardement en piqué aient existé pendant la Première Guerre mondiale, aucun avion n'a été conçu principalement à cette fin. Le premier avion connu conçu pour le bombardement en piqué était le Junkers K-47, qui était en cours de développement au milieu des années 1920 et qui a volé pour la première fois en mars 1928. On pense que 14 appareils ont été construits, 2 sont restés en Allemagne, tandis que les 12 autres ont été vendus en Chine. Des recherches plus poussées montrent que cet avion serait une arme efficace lorsqu'il opère un appui rapproché des forces terrestres. Le progrès aurait été bien plus efficace si un bombardement aérien concentré avait pu ouvrir la voie aux troupes motorisées et d'infanterie. Et l'Allemagne a décidé de produire des avions adaptés à ce rôle. Alors que le HS-123 était un biplan, le Ju-87 développé à partir du K-47 était un monomoteur qui différait de tous les Junkers précédents en ce qu'il n'avait pas d'extérieur en métal ondulé. Ressemblant beaucoup au Stuka des années 1940, le prototype avait un châssis fixe et une forme en aile de mouette. Il était propulsé par un moteur Rolls-Royce Kestrel et a effectué son premier vol en mai 1935. La production à grande échelle de l'avion a commencé en 1937. La première variante était le Ju-87A1. Avec l'ajout de freins de plongée sur les ailes extérieures, le moteur Kestrel était remplacé par un moteur Jumo 210CA de 640 chevaux, une hélice tripale à vitesse variable et une seule dérive caudale remplaçant la double dérive du modèle original. Le Ju-87A1 et les Ju-87A2 et A2 se distinguent par un réducteur plus grand sur le terrain d'atterrissage et par le moteur Jumo 210DA de 680 chevaux qui a été transféré sur le STG 163. Le Junker Ju-87 est un avion d'attaque, transportant généralement une bombe de 250 kg et plus tard de 500 kg sous le fuselage et jusqu'à 4 bombes de 50 kg sous les ailes. Une formation de bombardiers en piqué Ju-87 Stuka devenait une dose mortelle, survoler directement sa cible, puis plonger et larguer la bombe à un angle de près de 90 degrés. Le Stuka avait des ailes en forme de mouette inversée, un moteur de 1100 chevaux refroidi par eau et un grand châssis fixe avec des passages de roues. Piloté par un pilote et un artilleur, son envergure est de 45,2 pieds, sa vitesse de pointe de 232 miles par heure. Il porte 3 mitrailleuses de 7,9 mm et peut transporter 1100 livres de bombes, sous les ailes et le fuselage. C'était un avion à l'apparence sinistre, comme un vautour en vol. L'historien de l'aviation William Green l'a qualifié de machine à l'allure diabolique avec des caractéristiques hideuses d'un oiseau de proie, un bain de radiateur et un train d'atterrissage fixe, moucheté comme des mâchoires béantes et de longues griffes.
Ironiquement, les premières versions du Stuka étaient équipées de moteurs Pratt & Whitney Hornet et Rolls-Royce Kestrel. Udet, qui a rejoint la Luftwaffe en janvier 1936 avec le grade de brigade, a été nommé inspecteur des pilotes de chasseurs et de bombardiers en piqué et est devenu directeur du département technique du Reichsmarschall Göring. Jouant un rôle de premier plan dans le développement du Stuka, l'ancien as ajoute même une sirène aérienne au train d'atterrissage destinée à susciter la peur et la panique lorsque les avions plongent. Ces trompettes de Chirico se sont révélées remarquablement efficaces au combat. Le Stuka a une longueur d'avance sur ses concurrents et les premiers de son genre atteignent les unités volantes dès 1937. Le baptême des escadrons de Stuka de la Luftwaffe est rapide lorsqu'ils sont déployés en Espagne à la fin de 1937 pour soutenir les forces nationalistes du général Francisco Franco pendant la guerre civile espagnole. Faisant partie du Corps Condor du major-général Hugo Sperl, qui a ravagé les villes et les villages espagnols, les Junkers Ju-87 ont été très efficaces, bien qu'avec quelques défauts contre les cibles de manutention au sol et de transport. Ils ont volé sur tous les fronts où des avions allemands ont servi pendant cette guerre brutale, qui a servi de terrain d'entraînement précieux pour la Luftwaffe. Les Stuka ont fait leurs preuves en Espagne et leur production est encouragée. Au milieu de l'année 1939, jusqu'à 60 modèles B améliorés par mois ont été lancés. Ils ne tardent pas à entrer en action. Au début de 1939, toutes les séries A sont envoyées dans les unités d'entraînement et tous les Stuka Geschwaders sont équipés de la série Ju-87B plus puissante. Ils sont propulsés par la centrale à injection directe Jumo 211A produisant 1200 chevaux, ont des traversées plus profilées sur le train d'atterrissage et sont désormais équipés de commandes automatiques de plongée. Ce contrôle automatique de plongée est un appareil initialement réglé par le pilote lui permettant de sélectionner l'altitude de sortie à l'aide d'un altimètre de contact. Le pilote doit alors effectuer une dizaine de manœuvres différentes avec le train avant d'ouvrir le frein de plongée situé sous l'aile extérieure. Ceci déclenche automatiquement l'action de plongée de l'avion, le pilote réglant manuellement l'angle de plongée à l'aide de lignes indicatrices tracées sur le dôme de l'avion. La ligne de précision obtenue par le contrôle des ailerons est généralement d'environ 90 degrés et le pilote peut voir sa cible par un marqueur sur le dôme de l'avion. L'avion plongeant vers la Terre directement sur la cible, un signal lumineux sur l'altimètre, le contact s'allume alors et le pilote appuie sur le bouton en haut de son manche et la sortie commence alors que les bombes quittent leur berceau. Les bombes continueront à se déplacer de la même manière que l'avion pendant le piqué vers la cible, tandis que le pilote prendra environ 6 G lorsque l'avion se stabilisera prêt à décoller. La précision du bombardement est entièrement entre les mains du pilote. Sa défense est assurée par deux mitrailleuses à fil MG81. Le mitrailleur arrière utilise une mitrailleuse assez efficace, mais c'est la lenteur de la vitesse de pointe et le faible taux de montée qui ont provoqué le crash du Ju-87. Les Stuka ont fait leur première apparition au combat pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque 53 divisions allemandes de chars et d'infanterie soutenues par 1600 avions ont envahi la Pologne le vendredi 1er septembre 1939. 3 Ju-87B1 commandés par le lieutenant Brulo-Dillet ont décollé plus tôt dans la journée pour attaquer le pont de Dirchow sur la Vistule environ 11 minutes avant la déclaration de guerre des nazis. Aux côtés des forces terrestres allemandes qui avançaient, de nombreux bombardiers en piqué se sont avérés mortels en détruisant les chars et les avions polonais au sol, en faisant sauter des aérodromes, des ponts, des autoroutes, des dépôts de ravitaillement et des concentrations de troupes, et en coulant tous les navires de guerre polonais sauf deux. La Luftwaffe a livré ses 9 groupes de Stuka, totalisant 319 appareils pour participer à l'attaque. En France comme en Pologne, le rugissement des Stuka a un effet terrifiant tant sur les militaires que sur les populations civiles. Un général français a rapporté que ces hommes étaient tout simplement fichés sur place lorsque des vagues de Ju-87 les frappaient. Les artilleurs cessaient de tirer et se posaient,
L'infanterie se recroquevillait dans les tranchées, abasourdie par le bruit des bombes qui tombaient et les cris stridents des bombardiers en piqué. Il a aussi déclaré: ils n'ont pas développé une réponse instinctive pour courir vers leurs canons anti-aériens et riposter. 5 heures de ce cauchemar ont suffi à faire voler leurs nerfs en éclats. Au cours des semaines suivantes, alors que les forces allemandes débarquent à l'ouest, les Stuka reviennent à leur cible plus conventionnelle dans les zones arrière. Ils opèrent en continu, si le temps le permet, et les équipages effectuent parfois jusqu'à 4 vols par jour. La plus grande attaque des Stuka Ju-87 dans la bataille d'Angleterre a eu lieu le 18 août, qui est entré dans l'histoire comme le jour le plus dur. En ce début d'après-midi ensoleillé, 109 Stuka envoyés par 3 groupes de Geschwader 77 se sont mis à bombarder la station radar de Pauling et les aérodromes de Gosport, Ford, Thorney Island dans le sud-est de l'Angleterre. 50 ME-119 étaient protégés. Comme d'habitude, les Raiders atteignent leur cible avec une grande précision, mais les Storms des 43e et 601e escadrons de la RAF foncent sur la formation allemande avec leurs mitrailleuses. Au plus fort de la bataille d'Angleterre, du 13 au 18 août, un total de 41 Stuka ont été abattus par des Spitfire et des Hurricane, et ces pertes ont été jugées inacceptables par le haut commandement de la Luftwaffe. Ces avions étant nécessaires pour contrer la puissance de la Royal Navy lors de l'invasion imminente de la Grande-Bretagne, il est décidé de maintenir la force de bombardiers en piqué. Les Junkers Ju-87 sont retirés de la bataille d'Angleterre. La victoire finale de la RAF Fighter Command sur la Luftwaffe en septembre 1940 contraint Hitler à interrompre l'opération Sea Lion. Mais la carrière du Ju-87 est loin d'être terminée. Des rôles clés l'attendent au printemps et à l'été prochain en Méditerranée, dans les Balkans et en Russie. En 1941, le Stuka est pratiquement obsolète. Il a une fâcheuse tendance à se désintégrer lorsqu'il est touché par la mitrailleuse des Hurricanes et sa montée à 120 miles par heure est trop lente pour se qualifier pour les chasseurs rapides comme l'escorte ME-100. Les pilotes de la RAF apprécient confortablement la Stuka Party comme une forme de divertissement sans risque, tandis que les équipages de Stuka plaisantaient avec humour en disant que leur avion était trop lent pour que leur survie dépende de la vitesse de leur adversaire britannique. Cependant, les Ju-87 ont continué à jouer leur rôle de frappe des cibles terrestres et maritimes alliées et de fer de lance des canons volants partout où les Allemands lançaient des attaques. Lorsque 3 puissantes armées allemandes ont attaqué l'Union soviétique le dimanche 22 juin 1941, 8 groupes de Stuka comprenant un total de 324 appareils ont volé pour les couvrir. Ils ont bombardé les installations et les villes russes, tandis que des postes de combat et l'infanterie avançaient contre l'opposition clairsemée. L'avion qui a semé la terreur et la destruction de Varsovie à Stalingrad en passant par la Crète, symbolisant la puissance et la cruauté de l'Allemagne nazie, a survécu à son maître d'œuvre. Ernst Udet, l'un des plus importants planificateurs de la Luftwaffe, aux côtés du trapu et brillant Göring et d'Erhard Milch, est nommé inspecteur général de l'aviation du ministère de l'Air du Reich en février 1938, chargé de la conception et de la fabrication et de l'acquisition des avions. Mais cette carrière dans la préparation de la Luftwaffe pour la guerre à venir est une véritable tempête. Il s'est surpassé en tant que responsable de l'approvisionnement, mais il est devenu l'ombre de lui-même et sa personnalité frivole est fracturée par le stress. Udet est devenu trop dépendant du cognac et s'est tourné vers la drogue. Le 17 novembre 1941, il se suicide. Quelle tristesse pour tous ceux qui ont aimé son talent. Je voudrais terminer ici ma vidéo. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification si vous voulez être l'un des premiers à voir mes dernières vidéos, et cela me motivera encore plus à faire de meilleures vidéos. Et maintenant, il est temps d'avoir de vos nouvelles.